pris un risque pour un journaliste. Le risque, c'est celui d'être optimiste. Ce n'est pas notre ordinaire, ce n'est pas la tâche la plus quotidienne que nous accomplissons. Donc j'ai pris une sorte de risque inouï, j'ai décidé de dire que les choses allaient bien se passer, qu'un train peut arriver à l'heure et que, pourquoi pas, tout n'est pas fichu. C'est né en fait de la fatigue, un peu quand même, d'entendre que c'était mieux avant. Il y a eu toute une polémique, vous avez beaucoup de débats dans la campagne présidentielle, avec toute une frange des intellectuels qui disaient c'était tellement mieux avant. Non, je ne crois pas que c'était tellement mieux avant, et on va en parler. Être optimiste, ça n'est pas être naïf, ça n'est pas colorer tout en rose, mais c'est essayer de se dire qu'on peut regarder toujours les choses de deux façons. On peut essayer de regarder une façon optimiste. Vous connaissez sans doute ce visage que vous êtes en train de constater. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on peut le voir sous deux angles différents. Et l'actualité, la réalité des choses, on peut essayer peut-être de la voir de deux manières différentes. Alors on connaît davantage que ce visage, on connaît bien sûr là le verre à moitié plein ou à moitié vide, que, bon, tout petit peu d'humour pour démarrer, alors je vous laisse le temps de lire. L'optimiste voit le verre à moitié plein, le pessimiste voit le verre à moitié vide, mais aucun des deux cons ne se demande pourquoi il est seulement à moitié rempli. Voilà. C'est une manière aussi d'introduire le sujet. Plus sérieusement, j'aimerais commencer par une anecdote. J'étais à Aix-en-Provence il y a, alors c'était pas en 2017, c'était en juillet 2016, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui sont un rendez-vous moins connu peut-être que les rencontres de Blois, où se rassemblent chaque année des économistes, des chefs d'entreprise internationaux ou français. Et j'avais été frappé à une table ronde. Côte à côte, il y avait une économiste américaine qui s'appelle Susan Berger, qui est assez connue, et qui a commencé en faisant un discours vraiment apocalyptique sur, eh bien, sur la situation économique mondiale, la situation américaine, et en disant qu'on allait aller du pire en pire. Elle a fait un topo comme ça, et une salle comme la vôtre l'a applaudi, mais vraiment très chaleureusement, presque debout. Quelqu'un d'autre à côté d'elle, à qui la parole a été donnée ensuite, qui était le ministre des Finances argentin. Il a pris la parole et il a dit, écoutez, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Ça, c'est le point de vue américain. Le point de vue argentin, mais aussi celui de tous les pays émergents, c'est quand même que ça va beaucoup mieux. Et peut-être que la roue est en train de tourner, peut-être que c'est chacun son tour, mais en tout cas, regardons les choses différentes. Et la salle, la même que la vôtre, applaudissements à peine polis. On sentait passer un peu le frisson de l'histoire, vous savez. Eh bien, peut-être que l'histoire est en train aussi de changer de direction. Et il m'a semblé, moi j'ai été frappé, j'ai décidé d'écrire ce livre, La France va s'en sortir, après avoir entendu cet échange, deux points de vue, deux façons de voir, mais deux points de vue au sens propre des choses. C'était une sorte de déclic. Alors ces doubles points de vue, soyons tout à fait francs, puisque nous sommes entre nous, je l'expérimente un peu aussi dans mes deux activités professionnelles, qui sont à la fois les échos, quotidien économique, qui parlent aux chefs d'entreprise, aux acteurs économiques, qui voient les opportunités, et les chefs d'entreprise sont globalement des gens qui vont plutôt bien. Et puis à France Inter, tous les matins depuis 10 ans, où l'attente des auditeurs, de l'opinion, plus large naturellement, est un peu différente, puisque ça reflète les souffrances parfois des uns et des autres, qui sont très réelles dans notre pays, bien évidemment, hein, qu'elles soient économiques, pas seulement économiques, et d'avoir le matin à France Inter et d'avoir les réactions des auditeurs sur les réseaux sociaux, par téléphone, par message, et ensuite aller tous les jours aux échos où le public n'est pas le même, où les préoccupations dans les conférences de rédaction ne sont pas les mêmes, c'est à la fois un tiraillement, mais je crois que j'ai appris quand même beaucoup des deux mondes, c'est-à-dire essayer d'avoir un regard un peu global sur les choses. Je vais dire un peu, ça va bien se passer. Alors évidemment, à ce stade, vous pourriez me faire la remarque, si je vous donnais un micro, vous les journalistes, vous êtes bien sympathiques, mais vous n'aviez pas vu la crise économique en 2007, vous n'êtes pas très bon, et on ne peut pas dire que les journalistes politiques ont été exceptionnels dans leurs prévisions pendant la campagne électorale.
puisqu'on a vu les candidats les uns et les autres disparaître par la trappe. Et donc, quelle est la crédibilité des journalistes aujourd'hui? Je bats ma coupe, c'est vrai, notre crédibilité, quand on vous interroge, il y a un sondage annuel qui est publié par le journal La Croix, on voit que la crédibilité des journalistes est difficile. Mais quand même, pourquoi est-elle cette crédibilité entachée? Nous prenons trop de risques sans doute, nous regardons les trains qui n'arrivent pas à l'heure peut-être, ou pour d'autres ceux qui n'arrivent qu'à l'heure. C'est aussi que la réalité des choses, économiques, mais pas seulement, est extraordinairement difficile à décrypter. Qui aurait imaginé, il y a 2 ans, Trump à la Maison-Blanche? Un Trump à la Maison-Blanche. Et vous voyez tous les sous-titres que je peux mettre là. Qui aurait imaginé que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne? Elle était là quand même depuis très longtemps. Qui aurait imaginé, si on remonte un petit peu plus loin, qu'un ministre des Finances français ait un compte caché en Suisse? Peu de monde l'aurait imaginé. Qui aurait imaginé la crise de 2008? Qui aurait imaginé les attentats qu'un Emmanuel Macron, totalement inconnu il y a 4 ans, soit à l'Élysée aujourd'hui? Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de choses sont possibles, l'histoire n'est pas écrite, mais ce ne sont pas forcément les pires qui sont devant nous. Alors, pour entrer un peu plus dans les questions économiques, quelle est la situation générale aujourd'hui de l'économie mondiale? À mon avis, elle se résume à une équation, à 3 équations qui sont relativement simples, finalement, si on va au cœur du cœur. Première question, comment peut-on, dans nos pays à nous, développer, vivre mieux, c'est ce que nous souhaitons, vivre sans doute en travaillant un petit peu moins, beaucoup d'entre nous le souhaiteraient, avec des systèmes sociaux qui nous soignent, qui nous aident pendant la retraite, etc., mais qui coûtent aussi de plus en plus cher, alors qu'en face, il y a la Chine, le Brésil, les 65 pays émergents qui sont sur la planète. L'Afrique du Sud, l'Inde, etc., qui revendiquent quelque chose d'extraordinairement naturel, légitime, qui est de s'asseoir à la table de l'économie mondiale comme nous le sommes aujourd'hui. C'est la première équation. Un économiste, qui n'est pas seulement connu pour économiste, qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, utilise une formule qui, je crois, est assez juste. Il dit, au fond, pendant 2 siècles, dans le monde, dans l'économie mondiale, il y a eu une parenthèse exceptionnelle de 2 siècles, alors écoutez bien, où la taille et la puissance économique des pays n'avaient plus rien à voir avec le nombre d'habitants et la taille géographique. Il y avait un découplage entre les deux. Le 19e, 20e siècle. La Grande-Bretagne, les États-Unis, la France et d'autres pays peu nombreux numériquement, petits géographiquement, contrôlaient l'ensemble de l'économie. Cette décorrélation, disait-il, est terminée. La puissance économique, et demain la puissance politique, la puissance économique, technologique se recorrèle avec la puissance démographique, les matières premières, et pour une raison très simple, c'est que, eh bien, quand le savoir se partage à 7 milliards d'habitants, eh bien, évidemment, les capacités globales d'un pays changent complètement. Et donc, cette recorrélation, évidemment, nous met, nous, pays occidentaux, dans une situation plus compliquée, plus difficile, et c'est tout à fait normal. Première équation. Deuxième équation, au-delà des services qu'ils nous rendent, le numérique, la robotisation, l'ubérisation, l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils vont nous compliquer la tâche ou est-ce qu'ils vont nous aider? Est-ce qu'ils vont détruire des emplois? Est-ce qu'ils vont en construire? Est-ce qu'on va être dans un processus schumpeterien où les emplois détruits sont remplacés par d'autres emplois, où nous allons vers la fin du travail? Est-ce que, au fond, le marché du travail dans tous les pays occidentaux va continuer à se fragmenter entre ceux qui ont un emploi à valeur ajoutée et ceux qui ont des emplois de services difficiles ou qui n'en ont pas du tout? Est-ce qu'au total, nous allons l'emporter? C'est la deuxième question. Et la troisième question, le troisième terme de l'équation, c'est évidemment le défi climatique. Si on prend l'histoire de l'humanité, la Terre, 4 milliards d'habitants, et vous imaginez la distance entre la Concorde et l'Arche de la Défense à Paris,
Si vous mettez l'histoire de l'homme sur cette distance, l'histoire de l'homme, c'est 20 cm sur ces kilomètres. Est-ce que nous sommes en train de casser quelque chose qui avait mis 4 milliards d'années à se construire? Quelle est notre capacité de réaction? C'est le défi, un des défis les plus importants que nous affrontons, c'est une évidence. Et la simultanéité de ces chocs géopolitiques et géoéconomiques, là vous voyez sur cette carte, vous connaissez bien cette carte, c'est autrefois en bleu les pays développés et toute cette économie nouvelle qui arrive aujourd'hui, mais qui ne concerne pas l'ensemble des pays. On voit bien sur l'Afrique, par exemple, qu'il y a l'Afrique centrale qui reste en grande difficulté. On voit bien que l'Amérique latine, c'est compliqué aussi, vous voyez, au centre. Mais ce changement géoéconomique, qui est technologique, qui est climatique, il crée une période de transition. Et j'utilise le terme à dessein, une période de transition, je le crois, qui est très difficile à gérer. Nous allons vers quelque chose, comme ça a été le cas à la fin du 19e, comme ça a été le cas à la fin du XVIIe siècle, nous allons vers un monde nouveau, mais les périodes de transition peuvent prendre plusieurs dizaines d'années. Et si on rajoute les désirs identitaires, je parlais au début, les c'était mieux avant, plus un peu, comment dire, la fatigue de l'Europe. C'est vrai qu'on ressent une fatigue de l'Europe qui s'est construite, qui a surmonté, qui est dans la paix, mais on voit bien qu'il y a l'enthousiasme au début même. Si on rajoute aussi le rôle des médias en démocratie, et des médias sociaux en démocratie, qui n'est pas simple, qui est à inventer aussi, on voit bien qu'il y a des logiques de craquement et de difficulté. Mais, attention, est-ce que ça va si mal que ça? Moi, ce que j'aimerais, c'est que, eh bien, on ouvre les deux yeux et pas simplement un seul. D'abord, aujourd'hui, si on regarde un peu d'un œil un peu plus positif les choses, la planète arrive à faire vivre 7 milliards d'habitants, alors qu'elle arrivait à en faire vivre 4 il y a 30 ans. Que n'avait-on pas entendu pendant toutes ces années? Nous n'y arriverons pas, nous ne produirons pas assez, l'agriculture ne suffira pas, ça entraînera des guerres dans tous les sens, etc. La planète arrive à faire vivre 7 milliards d'habitants. Globalement, et j'utilise le terme globalement à dessein, les famines ont quasiment disparu. Globalement, quasiment, attention. Mais globalement, c'est ce qui s'est passé. Si on regarde le taux d'extrême pauvreté dans les pays en développement, 1990-2015. Attention, c'est l'extrême pauvreté, c'est vraiment l'extrême pauvreté, hein, c'est 1,90 $ par jour. Alors attention, c'est les mêmes en 90 et 2015, hein, c'est corrélé des prix, évidemment. Mais voilà, les choses ont évolué considérablement. La proportion de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a, elle, changé. Notamment grâce à la mondialisation et à la baisse des prix permis par la mondialisation. Moi, ce qui m'étonne, quand on regarde ces chiffres, et je vous le dis très simplement, c'est un paradoxe et presque un scandale. Le scandale, c'est que personne ne s'en réjouit. Il n'y a personne pour s'en réjouir. Tous ceux qui, dans les années 70 et 80, défilaient dans Paris et ailleurs, en disant que le Nord exploite le Sud, ce qui était en partie vrai, c'était les termes de l'époque, aujourd'hui sont plutôt démondialisateurs. Maintenant que, non pas le rapport de force est inversé, mais que le rapport de force est plus équilibré. Et donc, je suis choqué, profondément, qu'il n'y ait pas au moins la reconnaissance de ce qui s'est passé, même si on va le voir. Évidemment, pour nous, c'est plus dur, il n'y a aucun doute là-dessus. Si on regarde l'économie mondiale, donc, des points vont mieux. C'est vrai aussi que l'économie mondiale est traversée par des méga-chocs, 2008, mais il y en avait eu d'autres avant. Après le 11 septembre 2001, il y avait une crise asiatique en 97, une autre crise financière en 87. La planète économique est traversée régulièrement par des crises, des secousses mondiales. Mais c'est vrai que ces méga-chocs, on a l'impression qu'ils arrivent de plus en plus souvent. Voilà. Et donc il y a, des grandes interrogations là-dessus. On voit bien qu'en 2017, les plaies de la crise financière de 2007-2008 ne sont pas refermées et qu'un certain nombre de choses
fonctionne pas correctement, les écarts de revenus essentiellement dans les pays anglo-saxons, les classes moyennes, le bas des classes moyennes qui ne trouvent plus sa place dans la planète économique, dans les pays occidentaux. C'est la contrepartie, je crois, de ce qui se passe dans les pays émergents, on peut en discuter, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés à repérer, et je dirais globalement, et c'est plutôt un libéral qui le dit, le système libéral a manifestement trop tiré sur la corde pendant des années. Alors, puisque l'idée c'est quand même de concentrer sur, d'en venir maintenant et assez rapidement à la France, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'abord quand même en deux mots au niveau mondial? D'abord se poser la question et ne pas répondre à côté de la plaque, me semble-t-il, sur la responsabilité de la mondialisation. Je l'ai dit, la mondialisation a des vertus pour les pays émergents. Elle est difficile pour nous, dans les pays ex-occidentaux. Parce que c'est vrai qu'un milliard d'occidentaux eh bien, ne vont pas diriger le monde d'une planète de 7 milliards comme ils le faisaient auparavant. Mais je crois qu'il y a une vraie confusion entre la mondialisation, qui est l'élargissement de l'horizon à notre planète entière, et on a tendance à réduire la mondialisation aux seuls échanges commerciaux. Il est possible que la mondialisation par les échanges commerciaux ralentisse. On l'a vu ces dernières années, la progression est moindre, et il y a eu quelques années où les échanges commerciaux dans le monde diminuaient. Mais je ne crois pas du tout que ça veut dire que la mondialisation des idées, des compétences, des échanges numériques ralentissent d'une quelque façon que ce soit. Je n'imagine pas une seconde que les chercheurs eh bien, européens n'échangeront plus avec les chercheurs chinois, japonais ou américains, ou que les jeunes reviendront passer toutes leurs vacances dans le Loir-et-Cher, dans le Morbihan ou ailleurs, au lieu de parcourir le monde. Je ne crois pas du tout que cette mondialisation est terminée. Quelles sont les solutions pour que, au fond, ça aille mieux sur le plan international? Il faut corriger des excès, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain. La première correction, elle nous concerne tous en réalité. Je crois que les consommateurs, nous allons devoir accepter, ça va prendre un peu de temps, des prix plus élevés pour rééquilibrer ce que j'appelle la tyrannie du consommateur par rapport au producteur. Depuis 20 ans, le consommateur a totalement pris la main. On le voit dans la distribution, on le voit dans le numérique, on le voit dans la quasi-totalité des secteurs économiques. Il va falloir intégrer aussi dans les prix de consommation les externalités négatives à la production, et on pense évidemment aux questions climatiques, taxes carbone ou autres, mais pas seulement. Ça concerne aussi l'agriculture. Ça veut dire qu'il est probable que dans les années qui viennent, il faudra que nous acceptions, ou en tout cas que nous posions la question, de savoir si les budgets que nous consacrons à nous nourrir, tout simplement, ou biens de première consommation, est-ce que cette part du budget ne va pas devoir remonter un peu? Il y a une courbe qui n'est pas là, mais qui est intéressante, qui est, quand vous prenez dans le budget des ménages, la part des logements et de l'alimentation, les deux courbes se croisent. La part du logement, il y a 30 ans, dans le budget des ménages, c'était 15%. C'est aujourd'hui 30%. L'alimentation, c'est la courbe inverse. C'est passé de 30 à 15%. On voit bien que l'un a financé la baisse des prix d'un côté, a financé les hausses de loyer et d'accès à la propriété de l'autre. Mais je crois que nous sommes allés trop loin dans ce sens-là. Il faudrait aussi mettre fin à l'idée d'impuissance publique, de l'impuissance publique nationale ou internationale. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on en a particulièrement assez, notamment en tant que journaliste, de tous ces sommets dans le monde qui se suivent, le G20, l'ONU évidemment, et parfois des conseils européens dont il ne sort que des communautés absolument insipides et incompréhensibles. On voit bien que ça bouge quand même sur les questions fiscales. Les GAFA, mais pas seulement, de l'harmonisation, le secret fiscal, on voit que les choses bougent, mais ça devrait aller infiniment plus loin. La Chine
troisième point, doit absolument être recontrôlé, contrôlé davantage. Et l'Europe est en train de bouger, et ça c'est une bonne nouvelle. L'Europe, et l'Allemagne un peu aussi, est en train de bouger pour essayer de limiter les ambitions de la Chine, qui n'est évidemment plus un pays émergent, mais qui est un pays développé, en tout cas pour les 300 millions d'habitants de ses côtes. Et donc, des choses sont en train de bouger. Je disais l'Allemagne bouge, regardez la réaction quand les Chinois ont voulu reprendre le fabricant de robots, leur fabricant KUKA, leur fabricant de robots vedette, et Angela Merkel elle-même, une libérale, chrétienne démocrate, a pris des textes, des décrets pour essayer de limiter les ambitions de la Chine. Et puis, quatrième point sur lequel il va falloir bouger, c'est, je crois, le capitalisme français. Attention à ce que le capitalisme français, mais surtout anglo-saxon, ne soit pas trop un capitalisme, je dirais, de locataire par rapport à un capitalisme de propriétaire. Le capitalisme de propriétaire, c'est le capitalisme familial, le capitalisme de long terme. Le capitalisme de locataire, c'est celui de fonds, d'investisseurs qui ne prennent pas en compte le long terme et la durée, et qui, dans les entreprises, ont parfois des comportements, ou ont des comportements qui sont difficilement acceptables, notamment pour l'emploi. Alors, la question sur le plan politique, c'est de savoir si tous ces craquements, tous ces changements que nous observons, est-ce que ça va se faire facilement ou sans conséquences difficiles sur le plan politique? Trump, Brexit. On voit bien, notamment aux États-Unis, que le temps des démocraties policées, c'est la question. Est-ce qu'il est derrière nous? Est-ce qu'on va avoir maintenant des démocraties presque violentes, en tout cas verbalement? Alors, la France, elle, a pris une autre direction en mai. Tant mieux. Elle aurait pu prendre, ça n'a pas été loin, elle aurait pu prendre une direction différente. Mais c'est vrai que les États-Unis sont dans une période de dérégulation de tout ce qui a été fait avant, notamment sur le plan financier. Ce qu'on demande au niveau international aux dirigeants, c'est d'arrêter d'être des beaux parleurs, mais des petits faiseurs. Et c'est un peu ce qu'on souhaiterait parfois au niveau français. Si on regarde la France, moi je dirais tout simplement que c'est un... Si on regarde le bulletin de notes, les choses sont simples. Le bulletin de notes de la France, je crois que sa difficulté essentielle, c'est qu'elle a... c'est le problème des élèves moyens dans une classe. Une partie de ces notes sont au-dessus de la moyenne, une partie en dessous, et si on regarde les commentaires en marge de la copie, vous avez des insuffisants, clairement l'emploi, la fracture territoriale, qualité, coût des services publics. Pas mal du tout, les infrastructures, on en sera d'accord, les solidarités, la qualité de vie, la formation des élites. Doit mieux faire, naturellement, le numérique, l'intégration, la compétitivité. La difficulté majeure de la France, à mes yeux, depuis des années, c'est qu'elle ne va pas assez bien pour être heureuse, mais pas assez mal pour donner le grand coup de pied au fond de la piscine pour remonter. On est dans un entre-deux parce qu'une partie importante des Français considère qu'au total, quand même, tout dans tout, les choses se déroulent pas si mal que ça. C'est pas ce qu'on a l'impression de voir dans les votes, mais au total, que sur le plan économique, oui, des choses vont mal, mais bon, voilà, les uns trouvant des avantages au système, on refuse collectivement de donner le coup de pied du fond de la piscine. Alors si on regarde la situation économique très concrète, la croissance toutes les dernières années a oscillé entre 0 et 1. Voilà ce qu'il faut retenir, entre 0 et 1, avec des pointes à 1%, et c'est vrai que ces dernières années, quand on avait 1%, on disait du ukulélé, tralala, formidable, c'est le miracle. Honnêtement, 1%, c'est très très bas. C'est vraiment très bas. Et pour une raison, c'est qu'il faut regarder, alors, je vous ai mis d'abord, voilà, le PIB en volume, l'évolution de la croissance à fin juin 2017. Alors, la lecture de ce graphique, elle est simple, c'est en bas 100, avant la crise financière, en janvier 2008, et aujourd'hui, où en est-on? La France est à 105,7. Alors, vous voyez qu'il y a des pays qui sont au-dessus, l'Allemagne, les États-Unis, et vous voyez, et la Grande-Bretagne, pardon, et en Europe, et l'Italie qui est très très en dessous. Voilà où nous en sommes. Nous avons gagné en 10 ans 5 points de croissance.
honnêtement, c'est assez peu et ça ne s'était pas produit. Mais ce qu'il faut regarder et qui me semble beaucoup plus intéressant, c'est le chiffre qu'on ne regarde jamais, c'est-à-dire le PIB par habitant. C'est celui qui détermine nos conditions de vie, après tout, puisqu'il y a une démographie qui progresse. Et là, on s'aperçoit que c'est plus compliqué, parce que depuis 10 ans, et on va voir que ça va changer, mais depuis 10 ans, ça n'a pas bougé. Ça veut dire que pour la première fois depuis 1945, depuis 1929, si on oublie la période de la guerre, pendant 10 ans, il y a eu zéro progrès, zéro progression de la croissance par habitant. Nous avons l'impression de ne pas aller très bien. Les chiffres confirment que nous avons une panne de croissance. Alors, nous avons une panne de croissance dont l'origine repose sur un triple déficit de compétitivité commerciale et d'emploi. À partir de là, naturellement, vous dites, ça fait 10 minutes qu'il parle, enfin, je n'ai pas d'affichage là, c'est d'horaire, c'est comment peut-on être optimiste? Eh bien, je crois qu'on va s'en sortir parce que derrière les mots, ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est d'abord et davantage un ras-le-bol politique, du fonctionnement politique, qu'un ras-le-bol du système économique. C'est une réaction ou une analyse globale. Mais il me semble que ce que souhaitent en priorité les Français, c'est une envie de renouvellement politique avant et non pas un coup de balai général sur l'économie. Si on regarde où on en est concrètement, la situation politique s'éclaircit, la situation économique s'améliore, 5 atouts, 5 leviers, 5 convictions. Alors, la pointe, c'est de dire que pour débloquer le pays, me semble-t-il, ce sont des réformes qui ne sont pas si importantes que ça, et qui ne vont pas nous coûter si cher que ça, pas au sens financier, mais qui ne vont pas être si difficiles que ça. La situation politique, vous la connaissez, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est appliqué, j'évoquais Schumpeter tout à l'heure, la destruction créatrice, on verra créatrice de quoi, mais on voit bien qu'il y a eu un sorte de gigantesque coup de balai, de renouvellement politique, avec une gauche et une droite classiques qui ont été absentes du second tour de la présidentielle, ce qui est un truc complètement dingue. Juste un point sur cet aspect politique. Ce qui est intéressant, c'est que le débat sur l'économie en France a changé, comme dans la plupart des pays occidentaux, mais notamment en France. Depuis 30 ans, le débat en France était sur la place de l'État. Plus, moins, la droite moins, la gauche plus ou différemment ou mieux, etc. Ça, c'est les années 80-90. Après, il n'y a plus vraiment eu, début des années 2000, de débat économique. Et on était passé sur les questions de société. Mariage pour tous, etc. Là, je crois qu'on est dans un débat, dans la plupart des pays occidentaux, qui est sur la mondialisation. Et c'est parce qu'on l'évoquait au début, c'est le choc le plus puissant que nous ayons affronté depuis peut-être un siècle. Mais c'est le débat idéologique. Et on voit bien que les forces politiques se réorganisent totalement autour de ce thème-là. À l'extrême droite, à l'extrême gauche et dans les partis plus classiques ou nouveaux comme La République En Marche. C'est le critère politique. Si on regarde maintenant la situation économique, très concrètement, les éléments durs d'abord. D'abord, la croissance en 2017 sera, donc l'année est quasiment finie, enfin elle s'approche de la fin, donc on a des choses à peu près sûres, une croissance de 1,8% que nous n'avons pas eu depuis 2011, mais 2011 était une année très particulière parce qu'il y avait eu des plans de relance gigantesques au plan mondial après la crise financière. Nous avons une croissance qui est plus solide, qui est plus équilibrée, je crois, et ça c'est un point positif avec des créations d'emplois de l'ordre de 300 000 sur la dernière année qui sont considérables à un niveau que nous n'avions pas eu depuis des années. Nous avons franchi, là c'est le mois dernier, la barre des 25 millions de salariés en France. Nous avions stagné pendant des années sous ce seuil et ça ne bougeait pas depuis une quinzaine d'années en réalité. Donc il y a une dynamique qui s'est recréée et qui est repartie. Si on regarde les choses très concrètement, regardez les ouvertures et les fermetures d'usines en France. Alors, on voit que pour la première fois en 2016, et je vais vous donner les chiffres de 2017, la première fois en 2016, il y a eu un équilibre entre les ouvertures et les fermetures d'usines après des années de destruction. Les chiffres de 2017, depuis le début de l'année,
nous sommes en octobre, il y a eu 87 créations de sites industriels et 61 fermetures. Naturellement, ces chiffres doivent être pris avec des pincettes qui font la taille, qui font une taille considérable, puisque ce sont des chiffres et ça ne tient pas compte de la taille des investissements, des sites, etc. Mais au total, on voit quand même qu'il y a un changement assez considérable. Depuis 2008, nous avons perdu 600 usines sur le territoire, de toute taille. Mais depuis 2008, nous avons perdu 600 usines. Ça, ce sont les éléments durs. Emploi, croissance, usines. La désindustrialisation a peut-être marqué un point bas. Le moral, élément soft. Le moral, il est au plus haut depuis 10 ans. Il est au plus haut depuis 10 ans. On sait que les Français ont généralement le moral dans les chaussettes, hein, peut-être certains d'entre vous l'ont aussi parfois. Alors on l'a pour des bonnes et des mauvaises raisons. Hein. La droite, généralement, a dit tout est bloqué, et la gauche dit tout est misère. Je résume, c'est caricatural, etc. Mais bon, c'est un petit peu comme ça qu'on peut résumer la chose. Il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a le moral dans les chaussettes? Alors, c'est une formule, elle vaut ce qu'elle vaut. On dit beaucoup, vous savez, en 68, on disait la France s'ennuie. Moi, je crois surtout que la France s'envie. Nous sommes un peu portés par la jalousie des uns des autres. Nous regardons beaucoup la façon, l'argent qui est sous le tapis des autres. Alors, pour certains, l'argent sous le tapis, il est caché, c'est l'État, c'est les plus riches, les moins aisés, les immigrés. On a une façon de regarder la façon dont ça se passe ailleurs avec une sorte on noircit la situation. Et je dis on noircit la situation parce que dans le débat présidentiel, le chiffre qui circulait partout est qu'il y avait 6 à 7 millions de chômeurs. Personne ne sait très très bien d'où vient le chiffre. Ça n'est pas celui de Pôle emploi, ça n'est pas celui de l'INSEE, ça n'est pas celui d'Eurostat, mais ce chiffre s'est imposé. En mélangeant ceux qui avaient un emploi mais qui en voudraient un autre, ceux qui sont en partiel mais qui voudraient être à temps complet, et inversement, et donc en mélangeant un petit peu tout. C'est imposé dans le débat public ce chiffre, comme l'idée qu'un jeune sur 4 est au chômage. On entend tout le temps ça. Un jeune sur 4 est au chômage. Non, un jeune sur 4 n'est pas au chômage, un jeune actif sur 4 est au chômage. Mais heureusement, l'immense majorité des jeunes entre 15 et 25 ans est en études. Et donc, voilà. Où s'impose l'idée que tout le monde est en CDD, de plus en plus en France. Et que, naturellement, tous les jeunes sont tous en CDD. Ben non, quand on fait un effet de strate, quand on regarde, c'est l'INSEE qui le fait chaque année, il y a 86% de salariés en CDI en France. Alors on parle des CDD parce qu'il y a des renouvellements de CDD, et les CDD sont très courts. Et finalement, il y en a trop, il faudrait changer la donne, ça. Mais 86% des salariés sont en CDI. Ce qui veut dire que je pense qu'une des solutions pour s'en sortir, c'est quand même qu'on regarde l'économie un peu différemment. Qu'il y ait un regard parfois plus positif sur les entreprises, les créateurs d'entreprises. Bon, moi j'ai quand même été frappé qu'un ancien ministre de l'économie aille faire une école de commerce après avoir été ministre de l'économie. Ça m'avait semblé, chacun l'a reconnu. C'était, bon, non mais il est par ailleurs extraordinairement sympathique, délié, etc. Mais le symbole était quand même trop drôle pour ne pas le relever. 5 atouts. 5 atouts forts. D'abord, je pense que pour la première fois depuis très longtemps, les Français disent que ça va aller mieux et qu'on a des atouts, et ils le reconnaissent. Ça, c'est une enquête que nous avions faite pour un supplément au moment de la présidentielle. Est-ce que vous pensez que la France a des atouts pour repartir? Et c'est une rupture d'au moins 15 à 20 ans que montrait ce graphique. La majorité des Français pensaient que nous avions des atouts pour rebondir. Ils ne disent pas que la situation est bonne. Ils disent, nous avons des atouts. Donc les Français, ils pensent. Deuxième atout, naturellement, vous le connaissez, on est, malgré toutes nos difficultés, au 5e rang économique mondial, 5e, 6e, ça dépend des années. Depuis quand même des dizaines d'années, nous avons des champions économiques de rang mondial dans des domaines diversifiés, aéronautique, luxe, automobile, agroalimentaire, services de l'eau, activités viticoles, etc., etc. Nous avons aussi des générations, alors nous avons des entrepreneurs, et là c'est hors auto-entrepreneurs, hein, parce que les entrepreneurs, on ne sait pas très bien quelle valeur ajoutée, quelle activité ils créent. Mais là on voit que le nombre d'entreprises progresse
assez nettement ces dernières années. On voit aussi que le nombre de start-up progresse assez sensiblement. Attention, le président de la République actuelle aurait plutôt tendance à considérer que toute la France est une start-up ou envie de baigner dans une start-up. Non, évidemment, les start-up, c'est une toute petite partie de l'activité économique. Le gros de l'activité économique, c'est des entreprises classiques qui essaient de se transformer, de se digitaliser, de se numériser, etc. Mais bon, malgré tout, il est important d'avoir des start-up. Quatrième, un peu moins convenu, quatrième atout, je crois, c'est que nous avons un talent en France assez particulier sur tout ce qui est non monnayable, tout ce qui est gratuit. Blablacar, Le Bon Coin, c'est les Français. Les Français n'aiment pas trop l'économie, on est d'accord là-dessus. Mais on peut en tirer parti. Les échanges, le gratuit, on peut exporter des choses, à mon avis, dans le monde entier. Ça, c'est une qualité. Les infrastructures, on les connaît, autoroutes, routes, énergie, etc. Et puis, quand même, cinquième atout, la France est un pays relativement propre sur le plan climatique. À force de, en permanence, répéter qu'on a une situation épouvantable de ce point de vue-là, non, c'est pas vrai. Quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre en Europe, nous émettons, alors je ne sais plus si c'est 50-60% de moins de CO2 que les Allemands, mais c'est considérable. Alors chacun peut avoir son avis là-dessus. C'est en partie à cause du nucléaire, mais pas seulement à cause du nucléaire. Et puis je rajouterai un cinquième atout, mais un 5 bis, auquel on ne pense jamais, mais je crois que nous avons maintenant des générations qui arrivent et qui parlent parfaitement anglais. Ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a une quinzaine d'années. Et dans les entreprises, c'est quand même un atout assez considérable. Oui, alors peut-être que vous pensez à vous-même ou à ceux de la génération d'en dessous, à vos enfants, vous dites, est-ce que c'est si vrai que ça? Globalement, quand même, ils parlent bien mieux anglais que nous. 5 points à débloquer de mon point de vue. 5 verbes. Accélérer, stabiliser, cibler, alléger, expérimenter. Accélérer. La priorité de l'action publique devrait être à l'accélération de celle-ci, de l'action publique. La politique des petits pas, je crois, est quelque chose qui profondément nous tue. Il y a eu 5 réformes des retraites en 20 ans, alors que la quasi-totalité des pays ont fait les choses en une fois ou deux. Je ne me prononce pas sur le contenu des réformes, mais nous avons eu 5 psychodrames, les uns après les autres. Vous prenez les lois, les dernières lois, et encore une fois, on en pense ce qu'on veut. Les lois El Khomri, 600 jours de discussion parlementaire. Je ne me prononce pas sur son contenu, mais la lenteur. La loi Macron, 4 ans. Je vous donne un exemple concret. Alors voilà, ça c'est ça. Le temps pour construire un hangar en France. Enfin, c'est pas pour construire, non. C'est pour obtenir les autorisations nécessaires à la construction d'un hangar en France. Un hangar, c'est pas au centre de Blois, hein, devant le château. C'est à 10 km d'ici, sans qu'il y ait peu de difficultés. Vous voyez les chiffres, parlent de même. Ça, franchement, ça n'est plus possible. C'est pas du tout, c'est la Banque mondiale hein, qui, bon, ils ont du temps pour s'occuper de trouver ce genre de choses. Non mais il y a des batteries, il y a des centaines d'indicateurs comme ça, il y en a qui sont assez passionnants. Premier point, accélérer. Deuxième point, stabiliser et simplifier. Stabiliser les normes sociales. Je sais, ça fait un peu bas de gamme, ringard, ce genre de choses, mais nous souffrons vraiment des fluctuations permanentes en matière sociale et fiscale. Le centralisme nous tue encore. Je vous donne un exemple. C'était un ministre Thierry Mandon, qui était ministre de la réforme de l'État, qui m'avait donné cet exemple. Il m'a dit, savez-vous combien un préfet reçoit... Est-ce qu'il y a un préfet dans la salle? Il n'y a pas de préfet dans la salle. Savez-vous combien un préfet reçoit-il de pages de circulaires chaque année? En 2000, c'était 10 000. En 2015, c'était 80 000. Est-ce que vous êtes absolument certain? Et alors, il m'a dit ça, il m'a dit une fois, deux fois, puis après, quand j'ai voulu avoir des précisions, la source, etc., curieusement, le téléphone ne répondait plus. Et donc, mais quand même, je crois, bon, j'ai vérifié à peu près, c'est ce genre de choses. On a quand même une vraie difficulté de centralisation, vous connaissez tous, la circulaire de 12 pages qui faisait un peu rire, qui expliquait aux directeurs d'école, directeurs et directrices d'école, qu'au bout de 4 pages, le meilleur moyen pour aérer les classes de primaire, c'était quand même d'ouvrir la fenêtre. Et il fallait quand même il y avait une dizaine de pages et le point d'arrivée était là. Bon. Troisième point, donc stabiliser, simplifier. Troisième point, cibler. Cibler notre système de protection sociale.
Alors là, j'assume complètement. Je crois que naturellement, les principes généraux doivent être préservés, il n'y a aucun doute là-dessus. On a un bon système de protection sociale, il faut qu'il soit efficace, coût, qualité, etc. Mais nous avons un bon système d'assurance maladie, un système de retraite. Mais est-ce qu'il est ciblé sur ceux qui en ont vraiment besoin? 65% des Français sont éligibles au logement social aujourd'hui. Alors évidemment, ça veut dire que ça ne tourne plus, ça ne tourne jamais en fait. Ça veut dire que les critères sont trop larges. On pourrait donner 50 exemples comme ça. Nos systèmes sociaux, sans forcément revoir drastiquement les enveloppes globales, doivent être mieux ciblées sur ceux qui en ont vraiment besoin. Mais malgré tout, économiser est inévitable et au moins stopper, je crois, la progression des dépenses publiques. Elles étaient autour de 50% du produit intérieur brut il y a 15 ans. On est autour de 55-56% aujourd'hui. Voilà, ça c'est un graphique qui normalement soulève quelques réactions. Quand vous prenez les 193 pays du FMI, du Fonds monétaire international, en partant par le haut, nous sommes assez haut dans le niveau des dépenses publiques. Et au-dessus, vous voyez, sont des îles qui ont 100 000 habitants et qui ont nationalisé la pêche, ou des pays en guerre. Donc, et je crois que nous avons dépassé en fait le Danemark depuis cette année. Nous avons quand même une addiction à la dépense publique assez supérieure aux autres, et un écart en tout cas avec l'Allemagne qui est considérable. On pourrait évoquer aussi les questions fiscales ou le coût du travail, mais je vois que le temps passe. 5 convictions. Pourquoi, premier point, avons-nous l'impression que depuis si longtemps, si peu de choses marchent en France? Moi, je crois qu'il manque à la France une colonne vertébrale. Une colonne vertébrale sur laquelle s'appuyer pour changer. Qu'est-ce qui nous fortifie de l'intérieur? Qu'est-ce qui nous fortifie de l'intérieur? Les Allemands se rassemblent tous autour de leur modèle économique. Les Britanniques de leur insularité. Les Américains autour de leur rôle messianique, hard power, soft power, aujourd'hui avec leur géant du numérique. Les Italiens, les Grecs autour de leur patrimoine culturel et historique. Nous, quelle est notre colonne vertébrale? Quand on dit France, à quoi pense-t-on? Patrimoine historique, c'est ici. Mais sur le plan économique, quels peuvent être les leviers de rebond ou de croissance? J'en propose deux. Et qui, vous allez voir, sont un peu différents. Le premier, je crois quand même, alors je vais voir des réactions, la revalorisation du travail. Je pense quand même que nous avons un glissement des mots quand on parle du travail en France qui est un petit peu troublant. Pendant longtemps, quand on parlait du travail, on associait le mot au mot métier. Puis, ce qui était précis et valorisant. Ensuite, on a parlé d'emploi, ce qui est moins précis, surtout quand on n'en a pas. Puis, on a parlé, et c'est encore le cas aujourd'hui, on dit avoir une activité. Ce qui est moins clair, moins précis, moins enthousiasmant. Je crois que dans l'imaginaire collectif et médiatique, le travail est, au-delà de la réalité, associé aujourd'hui au burn-out, à l'épuisement professionnel, etc. Ça existe, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'image collective que nous avons du travail est assez dévalorisée aujourd'hui. Et le deuxième point, d'une colonne vertébrale, alors c'est complètement différent, je pense que c'est la frugalité. Alors pourquoi la frugalité? Il ne s'agit pas pour moi de la décroissance. Il ne s'agit pas de dire on arrête le progrès, même si le débat sur la décroissance est un débat absolument passionnant. Ce n'est pas une réalité moraliste non plus, mais c'est une réalité qu'on a sous les yeux. Quand vous avez une planète de 7 milliards d'habitants qui aspire à rejoindre le niveau de vie de ceux d'1 milliard d'habitants, évidemment, on est tous confrontés au défi des ressources rares et du changement climatique. Dans la mesure où la majorité des Français, ou une partie importante d'entre eux, sont plutôt réservés sur la société de consommation, on va le dire comme ça. Partie importante, peut-être que collectivement, nous pouvons apprendre, on est dans la maison de la magie, je peux imaginer des choses, peut-être que nous pouvons dire au monde la façon dont apprendre au monde la façon dont on pourrait se passer du superflu, qui va être le grand défi des années à venir. Comment le monde occidental va pouvoir se passer du superflu dans lequel il vit. Choisir, consommer différemment,
Mais ça, c'est pas contre la croissance, c'est pas contre l'économie, c'est pas contre l'économie de marché, c'est un changement, mais qui est aussi entre nos mains. Est-ce que cette démarche individuelle peut devenir collective? Troisième point, je crois que la responsabilité du changement en France, elle est collective. Les politiques, je ne m'attarde pas, on en parle tout le temps. Les médias, il n'y a aucun doute là-dessus. Les entreprises aussi. Je pense qu'il y a une responsabilité des entreprises dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Les entreprises sont des victimes sur beaucoup de points. Ok, mais elles sont responsables. Est-ce que les entreprises travaillent sur le... vous savez, les entreprises, c'est... qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fabrique? Mais est-ce qu'elles pensent aussi à pour qui je travaille? Moi, je suis très choqué par l'abus des entreprises, ou de certaines entreprises, sur les stagiaires, les boulots à répétition, la difficulté des jeunes à entrer sur le marché du travail. J'allais dire, on fabrique des générations de jeunes qui vont rejeter le système dans lequel ils vont vivre et qui ne changera pas beaucoup. Et ça, la responsabilité des entreprises est absolument immense. Quatrième point, je ne fais que le mentionner, le logement. Je pense que c'est un point absolument essentiel. On aurait pu parler de l'éducation, etc., mais c'est un point essentiel qui n'est pas du tout résolu. J'avais commencé en disant que le budget était devenu considérable, le budget consacré au logement dans le budget des ménages global des Français. C'est un point qui n'est pas adressé, qui n'est pas résolu, et le plan qui a été présenté il y a 10 jours, je trouve, n'est pas extraordinairement convaincant. D'ailleurs, si je vous demandais, là, comme ça, quelle est la mesure clé que vous retenez de ce plan logement, je ne suis pas certain que vous pourriez en mentionner une. C'est généralement pas très bon signe. On a tous, quand on est parents, on a tous, dans les grandes villes, accompagné des enfants, y compris qui travaillent déjà, y compris qui ont une vie de famille stable, y compris qui ont le bagage pour trouver un emploi. On les a accompagnés dans des agences immobilières pour signer les papiers et se porter garantie. Vous avez déjà fait ça, sans doute. Quand on se porte garantie de quelqu'un qui a 27, 28, 29 ans, c'est humiliant pour eux et c'est assez désagréable collectivement. On se dit, mais où en est-on? Le problème du logement est un problème absolument majeur. Le problème, c'est que ça n'intéresse pas grand monde en réalité. C'est vraiment dommage. Alors, 2 points, 2 conclusions. Non, en fait, non, j'ai même pas le temps. En fait, je ne vois pas l'heure. Quelle heure est-il? Alors, j'étais en conclure, mais on prendra 2 questions. Je pense que les idées sont encore... on ne sait pas très bien, j'ai dit une période de transition. On ne sait pas très bien où on va. Mais, comme un passage d'autoroute. Oui, je n'ai pas trouvé mieux, excusez-moi. Mais derrière le péage, il y a de l'espace. Je pense que petit à petit, on est en train de trouver là, ces dernières années, sur le plan politique. On verra si ça marche ou pas, et on peut être contre Macron, pour Macron, peu importe. Mais collectivement, les électeurs ont essayé autre chose. Peut-être que sur le plan économique, on doit essayer autre chose. En allant vite, en ciblant, je ne vous fais pas tout le topo. Mais je crois qu'on est en train collectivement d'inventer quelque chose de neuf. Je termine, comme toujours dans ce genre de cas, par une citation de Churchill. Les pessimistes voient des difficultés dans chaque opportunité et les optimistes une opportunité dans chaque difficulté. Mais je termine surtout par du vocabulaire. Il y a quelque chose de très frappant en France. En France, l'expression, c'est prendre des risques quand on innove, quand on tente quelque chose. En anglais, on ne dit pas prendre des risques, on dit take a chance. Le vocabulaire dit énormément sur ce que nous sommes, ce que nous pensons. Donc, je ne dis pas qu'il faut apprendre à parler anglais encore mieux que nous le parlons aujourd'hui, mais je crois que nous avons un bout de chemin à faire. Je vous remercie. C'est pas là qui doit faire des gros yeux. C'est vous. C'est vous. Alors, levez la main, juste pour qu'on voit où sont... Qui voudrait poser une question? Il y en aura une tout en haut, et une au milieu, et une devant. Non? Non, ça part. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Bon, je suis un peu frustré
vous avez abordé énormément de choses en étant précis uniquement sur les anecdotes, et j'ai trouvé malheureusement un peu général sur les mesures... Vous aviez l'air sympathique jusqu'à maintenant. Mais on a l'air de beaucoup de choses. Non, bon, je vais essayer de poser juste une question. Je reviens sur vos trois équations sur votre diaporama. Vous parliez du changement climatique, et ensuite, pendant la conférence, vous n'avez parlé, j'ai dû essayer de compter, 6 reprises de croissance et 4 de compétitivité. Et j'aimerais bien savoir, un peu précisément, encore une fois, de quelle manière vous pensez pouvoir concilier une augmentation éventuellement forte de l'emploi, de la croissance, de la compétitivité, et un respect de l'environnement et des engagements climatiques, notamment l'accord de Paris. Je vous remercie. Pour être très précis, je pense que le système économique est en train de basculer. Et que ce n'est pas simplement du greenwashing. C'était du greenwashing il y a 10 ans, peut-être encore il y a 5 ans, mais c'est en train de changer. Quand vous avez un groupe comme Total, qui est en train, petit à petit, d'abandonner le pétrole, petit à petit, il est en train de basculer sur le gaz. 50% de son chiffre d'affaires, c'est le gaz, qui pollue moins que le pétrole. Et il développe autour de 10 à 15%, mais ce sera plus demain, les énergies renouvelables. C'est un signe absolument considérable. Quand vous avez Nicolas Hulot qui dit en 2040, il faudra que les voitures, les véhicules ne soient plus carbonés, enfin, de moteurs thermiques, c'est quelque chose qui est adressé aux constructeurs automobiles, c'est un changement absolument considérable. Quand vous avez des interrogations sur et des décisions à venir sur les isolations et qui sont acceptées, y compris quand ça relève la pression fiscale, qui sont acceptées par l'opinion, c'est un changement. Quand vous avez la contribution climat-énergie qui augmente entre 2 et 4 centimes, je crois, chaque année, et ça va continuer jusqu'en 2025, ce qui augmente mécaniquement dès le 1er janvier prochain, mais comme tous les 1er janvier depuis 5 ans, le prix de l'essence à la pompe, sans que ça soulève de drame absolu, ça veut dire que l'opinion est en train de changer et que les politiques vont accepter ça. Alors évidemment, vous pouvez mentionner à l'inverse les portiques écotaxes, vous pouvez mentionner évidemment des comportements qui sont encore dans le système économique contraires aux défis climatiques. Évidemment, ça va être très compliqué et ça va changer sur le plan de l'agriculture, je l'ai dit tout à l'heure, nos modes de consommation alimentaire, mais je crois que les choses sont en train de changer. Vous voulez qu'on soit plus précis sur le glyphosate, enfin, on pourrait en parler longtemps. J'ai une question, oui. Merci. Je vois, oui, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans notre exposé sur les responsabilités, vous avez parlé des normes, est-ce qu'il n'y aurait pas un absent ou des absents sur les fédérations professionnelles? Donc assez peu de personnes ne parlent, pas beaucoup les médias. Leur responsabilité au niveau de l'évolution des normes n'est-elle pas aussi à analyser dans votre propre schéma? Oui, vous avez raison de... Enfin, si je décrypte ce que vous dites, c'est... Fédération, un bâtiment... Oui, bien sûr. Oui, vous avez raison, l'État n'est pas le seul responsable de la prolifération des normes ou des... bien sûr, les lobbies, entre guillemets ou sans guillemets, sont à l'œuvre, et dans le bâtiment, on l'a vu, et un certain nombre de normes doivent être maintenues pour des raisons environnementales. Je fais attention à ce monsieur qui me surveille là-haut. Mais je suis d'accord avec vous. Voilà, je suis d'accord avec vous. Bien évidemment, vous savez, la relation entre les pouvoirs publics et le système économique, les entreprises se disent libérales, mais elles ne le sont pas toutes quand elles sont réunies en corporation. On connaît ça depuis bien avant la Révolution française. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toute la question, c'est de trouver un bon équilibre. Un autre point, parce que je crois qu'il reste vraiment 1 ou 2 minutes à peine. Oui, je suis chef d'entreprise un peu propriétaire, comme vous l'avez décrit, c'est-à-dire qui voit du long terme. Capitalisme de propriétaire. Voilà, et depuis 40 ans, et donc je viens de céder mon entreprise. Mais c'est pour vous poser une question en précisant d'où elle vient. Hein. Je suis d'accord avec beaucoup de ce que vous dites, mais je vous trouve extraordinairement naïf, excusez-moi de vous dire ça, lorsque vous invoquez la frugalité en n'imaginant même pas que ça puisse être, disons, incompatible avec justement les forces en présence entre le capitalisme de long terme et le capitalisme de court terme. Entre ceux qui veulent des taux de retour sur l'investissement à 15 ou 20% et ceux qui se contentent de 4.
Hein. Et donc, je crois que si vous parlez de changer l'économie, si l'économie capitaliste, et comme disait Michel Rocard, on n'a pas su maîtriser le capitalisme, hein, si on ne trouve pas un moyen, sur le moyen terme ou sur le long terme, de changer ces forces en présence qui sont considérables, hein, qui gèrent la mondialisation, eh bien, le reste peut être des vieux plumes. On le voit dans le débat actuel sur la finitude de la planète, sur l'économie, sur... Et donc, excusez-moi de vous dire, je vous trouve assez naïf. Ouais. Merci. Bien. Écoutez, je suis optimiste. Et j'assume d'essayer de regarder aussi ce qui fonctionne et ce qui est en train de changer et qui me semble est en train de changer aussi du point de vue positif, qui va dans le bon sens. C'est un parti pris, je l'assume. Pourquoi j'ai mentionné et opposé le capitalisme de propriétaire et le capitalisme de locataire? Je pense que le capitalisme allemand est un capitalisme davantage de propriétaires et un capitalisme qui fonctionne davantage sur le long terme. Pas sur le plan climatique, je fais toujours attention, monsieur Lavaux. Mais je crois que pour la stratégie de long terme des entreprises est mieux prise en compte. Mais disons-nous les choses aussi. Si le capitalisme de locataire a progressé en France, c'est parce qu'une grosse partie du capital des entreprises françaises appartient à des non-résidents. Plus qu'ailleurs. Plus que quasiment partout ailleurs dans les pays développés. Pourquoi? Parce que les actionnaires français ne sont absolument pas encouragés à avoir des investissements à long terme dans les entreprises. Et évidemment, ces non-résidents ont des exigences de rentabilité, des exigences de court-termisme et des exigences aussi sur l'emploi, sur la gestion, j'allais dire, des résultats par l'emploi, qui est différente de ce qu'auraient des résidents. Et donc, on doit se poser la question de ce qu'est notre rapport au capital, d'une manière générale en France. Ça a des conséquences qui ne font pas plaisir à tout le monde, je n'en ai aucun doute. Mais il faut se poser cette question-là. Voilà. Merci à vous.